Le sergent-chef, Amanda Reyes, a senti que son chien d'assistance, Ranger, pressait doucement sa patte contre sa jambe douloureuse, alors que la voix du policier transperçait l'air glacial du parking du centre-ville. « Madame, lâchez la laisse et reculez du chien. Maintenant. » La médaille pour blessure de guerre d'Amanda brillait faiblement sous l'éclat orange d'un réverbère vacillant, tandis que ses mains, encore étonnamment stables malgré les années, restaient suspendues, hésitantes. Elle ne tremblait pas de peur. Elle tremblait parce que son corps se souvenait encore, même si son esprit suppliait d'oublier. Amanda se tenait droite, 70 ans, la colonne vertébrale légèrement courbée par le temps et les souvenirs, à l'angle des rues Delacroix et Marceau, en plein centre de Montreval. Sa main, tannée par les années et les combats, reposait avec légèreté sur la large tête de Ranger. Le berger allemand portait un harnais bleu marine avec les mots « chien d'assistance » brodés en blanc. Amanda, vêtue d'une veste de marine délavée et d'un pantalon noir simple, aurait pu ressembler à n'importe quelle grand-mère, jusqu'à ce qu'on croise son regard. Là, on y voyait la profondeur, la résistance. Un regard lointain, pas éteint, mais affiné, devenu acier. La ville tournait autour d'elle. Les passants filaient sur le trottoir, portant des sacs, poussant des poussettes, les yeux rivés à leur téléphone. Amanda venait de sortir du centre de ressources pour anciens combattants de Montreval, où elle passait 4 soirées par semaine à aider d'autres anciens à remplir des dossiers, comprendre leurs droits, déposer des recours. Pour les plus jeunes, elle était un repère calme, une preuve vivante qu'on pouvait traverser l'horreur et continuer à servir. Elle aurait pu disparaître dans l'anonymat. Elle avait choisi la visibilité. Elle s'était engagée à 19 ans, ignorant les regards sceptiques des recruteurs qui pensaient qu'une femme n'avait rien à faire en uniforme, encore moins dans un régiment de logistique avancé. Elle avait connu 2 déploiements. D'abord dans le Golfe, puis, bien plus tard, à Kandahar. C'est là-bas qu'un mortier avait frappé leur base de fortune. 3 soldats n'avaient pas survécu. Amanda, elle, avait failli y rester. Un éclat de métal s'était logé près de sa colonne vertébrale. Les chirurgiens avaient sauvé sa vie, mais pas sa mobilité complète. Ni son sommeil. Des années de cauchemars, de réveils en sueur, de matins creux. Et puis, Ranger était arrivé, formé pour détecter les variations de respiration, les pulsations erratiques, les signes invisibles de crise. Il la réveillait en douceur, la guidait hors des foules quand l'équilibre vacillait, se collait à elle quand le tumulte intérieur devenait trop fort. Ensemble, ils avaient recréé un équilibre, une routine fonctionnelle, jusqu'à ce qu'elle se brise. L'agent Nicolas Durand avait stoppé sa voiture de police en travers du trottoir, comme un avertissement. Amanda n'avait pas besoin de lire l'écusson sur son uniforme pour comprendre son genre. Jeune, nerveux, gonflé d'un soupçon de pouvoir, de ceux qui transforment un simple contrôle en menace. Il sortit de son véhicule, la main déjà proche de sa ceinture, le menton haut comme un acteur trop sûr de lui. Il parlait d'un signalement. Une femme âgée, un chien, une présence suspecte près d'un bâtiment public. Amanda avait expliqué calmement qu'elle venait de terminer son service bénévole et attendait le bus. Ranger était resté parfaitement immobile, silencieux, observateur. Mais Durand s'en moquait. Il exigea une pièce d'identité, mit en doute le statut de chien d'assistance. Glissa une remarque moqueuse sur les vieux et leurs animaux de confort. Ce n'était pas tant la méchanceté que la banalité de ces mots qui blessaient. Amanda les avait entendus tant de fois. Les préjugés prenaient des formes différentes, mais résonnaient toujours de la même manière. Elle tenta de lui expliquer, doucement, que la loi française ne l'obligeait pas à porter une preuve écrite du statut de Ranger. Mais Durand la coupa. Il n'aimait pas être contredit, surtout par une femme qui ne baissait pas les yeux lorsqu'il haussait le ton. Plus Amanda restait calme, droite, plus il se tendait. Ranger s'était rapproché, pesant davantage sur sa jambe. Une pression calculée, apaisante. Elle inspira profondément. Puis Durand posa la main sur son taser. « Madame, dernier avertissement. Lâchez la laisse et reculez. » Amanda leva lentement les mains. Son cœur battait plus fort. Non à cause de l'arme, mais à cause des images. L'odeur du carburant, le hurlement d'un obus, les cris dans le sable ensanglanté. Elle n'était plus sur la rue Marceau. Elle avait de nouveau 35 ans, coincée dans les gravats,
du métal dans le dos. Son Serge appelait des noms qui ne répondraient jamais. Ranger s'était appuyé plus fort contre elle. Il ne grogna pas, il ne bougea pas brusquement. Il fit ce pourquoi il avait été formé, interrompre la spirale. Amanda cligna des yeux, cherchant le présent, vit le mouvement du chien comme une menace. Il hurla que l'animal devenait agressif. Amanda ouvrit la bouche pour parler, mais n'en eut pas le temps. Le claquement sec du taser coupa tout. Les fils jaillirent. L'électricité traversa son corps. Elle s'effondra, tendue, les muscles verrouillés. Ranger aboya pour la première fois. Un cri paniqué. Amanda heurta violemment le sol. Des passants hurlèrent. Des téléphones furent levés. Une voix cria. « C'est une vétérane !» Durand se tenait au-dessus d'elle, haletant, le taser encore à la main. Il appela des renforts. Il ne vit pas les 5 camions arriver. Le grondement sourd des moteurs militaires gonfla, puis remplit l'intersection. Des soldats en treillis descendirent rapidement, certains avec des trousses médicales, d'autres déjà au micro-radio. Le véhicule de tête portait le sigle du 14e régiment de réserve, basé à quelques rues de là. Ils avaient capté la fréquence police après que le caporal Antoine Kim avait reconnu le nom d'Amanda sur le scanner. Ils ne chargèrent pas, ils encerclèrent, calmes, déterminés, incontestablement présents. Au centre du groupe marchait l'adjudante-chef Élise Touret, la quarantaine, le regard calme mais inébranlable. Elle s'approcha de Durand, paumes ouvertes, regard fixe. « Monsieur, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le sergent-chef Amanda Reyes est allongé face contre terre ?» Durand tenta de reprendre le dessus. Il parla de sécurité publique, de chiens menaçants. Mais sa voix se perdit dans le silence dense des témoins, qui savaient tous qui était Amanda. Touret n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. C'est une militaire décorée. Vous êtes filmé, et votre ignorance n'est pas seulement illégale, elle est honteuse. D'autres soldats s'agenouillèrent auprès d'Amanda, la redressèrent avec soin, prirent son pouls, calmèrent Ranger. L'un d'eux retira sa veste pour la poser sur ses épaules. Ranger gémit doucement, la tremblant encore. Le public s'écarta, en silence. Une femme âgée porta la main à sa bouche. Un adolescent retira sa casquette. Une mère serra son fils contre elle. Puis tout s'arrêta. Silence. Les sirènes du commandement de la police arrivèrent peu après. Leur supérieur, voix trop forte, geste trop brusque, exigea des explications. Mais il y avait trop de vidéos, trop de témoins, trop de vérité. Amanda ne cria pas, ne brandit pas de poing. Elle demanda des comptes. Elle demanda une formation obligatoire pour les agents sur la loi encadrant les chiens d'assistance. Pas un module. Une réforme. Elle demanda une refonte des protocoles d'intervention pour les vétérans âgés, ceux dont les blessures sont visibles et invisibles. Elle demanda qu'on sache faire la différence entre menace et mémoire. Les militaires la soutinrent, avec leur présence, leurs paroles, leur réputation. Lors de la conférence de presse au centre de Montreval, ils se tinrent derrière elle, ils parlèrent aux journalistes, ils témoignèrent, et le centre reçut des centaines d'appels, des dons, des lettres. Un général à la retraite envoya un mot manuscrit avec un chèque, et dans tout cela, une vidéo. Amanda, debout sur les marches du palais de justice, tapotant la tête de Ranger. Calme, fière, virale. Des élus la partagèrent. Honteux, réparé, respect. Amanda, elle, continua. Elle retourna au centre chaque matin, pas pour revendiquer, pour servir. Elle marcha dans les mêmes rues, passa à nouveau par l'angle de Delacroix et Marceau. Elle ne détourna jamais le regard. Elle portait les mêmes bottes qu'au front, ajustait sa veste comme une armure, répondait avec calme, avec précision, et ce regard qui disait « Je ne suis pas fragile, j'ai juste fini qu'on me sous-estime ». Quand les jeunes vétérans arrivaient, perdus, en colère, elle souriait. « Je sais, et je suis encore là, toi aussi. » C'est ce qui comptait. Être encore là, être vue. Amanda croyait encore que la présence, pas la colère, pouvait tout changer. L'intersection devint un lieu de mémoire, d'abord officieusement, puis symboliquement, enfin officiellement. Une plaque fut discrètement posée, sans ruban, sans cérémonie. L'inscription n'évoquait pas ce qui s'était passé. Elle ne citait aucun nom. Elle disait simplement « À ceux qui ont servi et tiennent encore debout, nous vous voyons. » Ranger reçut un nouveau harnais, brodé par les soins des militaires. Sous chien d'assistance, on pouvait lire « Je veille sur elle ». Son ancien harnais, taché et déchiré, restait rangé.
témoin d'un soir où dignité avait dû se défendre. Le nouveau brillait chaque fois qu'il passait sous le soleil, car parfois la justice ne crie pas, elle marche, en silence, à côté de ceux qui n'ont jamais cessé de croire que l'honneur, le vrai, arrive sans bruit. Elle ne brandit pas de drapeau, ne cherche pas les projecteurs. Elle avance à pas mesurés, à travers le vacarme de l'indifférence, portée par des âmes qui ont connu le sacrifice et refusent l'oubli. Elle emprunte les trottoirs usés, longe les murs froids des villes, et se glisse dans les regards échangés entre anciens combattants, dans un simple hochement de tête qui veut tout dire. Amanda ne s'attendait pas à du renfort. Elle s'était préparée à affronter seule cette journée comme tant d'autres, avec son vieux harnais en mémoire et les échos d'un passé que personne ne voulait plus entendre. Elle croyait que c'était terminé, que le silence serait son seul compagnon. Mais ils sont venus, un à un. D'abord un homme en béret noir, discret, puis un autre avec une canne sculptée, puis 3, puis 10. Aucun ne parlait fort, aucun ne portait de pancarte. Ils portaient leur médaille à l'intérieur de leur manteau, là où le cœur bat encore. Pas pour la gloire, pas pour se faire entendre, pas pour déranger, juste pour faire ce qui est juste.